Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos retours sur la vidéo précédente. En réalité, aujourd'hui, nous allons continuer notre promotion du travail de recherche de Thierry Casasnovas et de son association Régénère, en s'intéressant à ces très riches connaissances anatomiques et physiologiques. Vous allez voir qu'il est une sorte de spécialiste d'un peu tous les domaines. Il est d'ailleurs bien plus compétent que la plupart des vendeurs de médicaments. Je vous invite à commencer tout de suite avec cette petite séquence sur le système cardiovasculaire, une de ses très nombreuses spécialités. Ou comment devenir un as de la cardiologie en quelques minutes et peut-être avec un petit jus aussi. On nous parle de la pompe cardiaque. Alors, une pompe, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, une pompe, ça prend un liquide, ça prend un fluide et ça le rejette. Une pompe a un moteur. Est-ce que le cœur a un moteur? Absolument pas. Par quoi est mu le cœur? Le cœur, la contraction des différentes chambres qu'il y a dans le cœur, des 4 chambres qu'il y a dans le cœur, elle est assurée par quoi? Elle est assurée par le mouvement des poumons. Éclaircissons le tout ensemble. Votre cœur est la pompe qui fait circuler le sang dans votre corps. Chaque battement est déclenché par une impulsion électrique, un peu comme si un chef d'orchestre lui donnait son rythme régulier et sa vitesse. Ce chef d'orchestre s'appelle le nœud sinusal. Il est le stimulateur cardiaque ou encore le pacemaker naturel du cœur situé dans l'oreillette droite. Son commandement se propage ensuite vers le nœud AV et se termine dans les ventricules. Alors quand on dit le cœur est une pompe, c'est faux. Le cœur est simplement une valve. Le cœur est une grosse baudruche qui est contractée par l'intermédiaire des poumons et plus largement par les mouvements du diaphragme qui sont eux-mêmes conditionnés par l'énergie stockée dans les glandes surrénales. Bien qu'étant un organe doué d'automatisme, le cœur est parcouru de fibres nerveuses appartenant au système nerveux autonome, dont l'une des missions est de réguler sa fréquence de battement de façon non volontaire. La régulation de la fréquence cardiaque est un dialogue permanent qui s'établit entre la région du cœur et la base du cerveau par l'intermédiaire d'un circuit de fibres nerveuses. Jamais un accident vasculaire n'a eu lieu parce qu'une artère était bouchée par du cholestérol. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Le cholestérol peut, dans certaines conditions, s'accumuler. Auquel cas, le cholestérol va se déposer sur les artères. Il va se déposer et créer progressivement des plaques d'athérome qui vont venir obstruer ces artères. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Se rompre et créer une micro-hémorragie au niveau de l'artère avec formation d'un caillot qui, lui, va pouvoir obstruer totalement l'artère. Ça n'existe pas. Quand elles obstruent une artère au niveau du cœur, une artère coronaire, eh bien c'est l'infarctus du myocarde. Et de toute façon, il y a un système d'artérioles, un système vasculaire pour le cœur qui est bien plus important que simplement les gros canaux qui arrivent au cœur. Et donc même si cela était bouché par du cholestérol, il serait suffisamment alimenté par les artérioles. Donc c'est bidon complètement. Il y a peut-être quelques petites approximations, deux ou trois, mais bon, la cardiologie, c'est quand même pas facile. Donc, on va reprendre avec des choses plus simples, les bases du fonctionnement de différents organes et des cellules. D'ailleurs, laissons-le essayer de nous expliquer quels sont les besoins des cellules nerveuses. Respirer, manger, excréter. Si elles sont entourées d'une lymphe congestionnée, particulièrement dans la partie cervicale, Louis Kervant a bien montré que le foie était un organe de transmutation. Eh bien, à ce moment-là, il y a un autre phénomène qui apparaît dans le corps qu'on appelle l'inflammation. Et l'inflammation, c'est un moyen qu'a trouvé le corps de traiter in situ, in vivo, à l'intérieur du corps, à l'intérieur, tous ces déchets in vivo. Les reins filtrent la lymphe. Quand les reins commencent à filtrer le sang, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que le sang est toxique. Ça arrive extrêmement rarement. Quand les reins commencent à filtrer le sang, c'est très mauvais signe. Les 5 litres de sang de notre corps passent 36 fois par jour dans les reins. Cela représente 180 litres de sang qui y transitent chaque jour. Ça arrive extrêmement rarement.
Lorsque le sang entre dans les reins, il est chargé d'impuretés. Celles-ci sont d'abord filtrées avant d'être évacuées dans l'urine. On montre le corps humain baigné de rouge, alors qu'en fait le corps humain il serait baigné de bleu, puisque c'est les couleurs représentatives caractéristiques du sang et de la lymphe. Et d'ailleurs c'est très amusant, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, la couleur rouge est une couleur chaude, agréable. La couleur bleue est souvent une couleur beaucoup plus froide. Eh bien on a représenté le sang de manière rouge, on a représenté la lymphe de manière bleue. Une artère transporte le sang du cœur vers les organes. Les veines, à l'inverse, le transportent des organes vers le cœur. L'artère est donc un vaisseau partant du cœur. La veine, un vaisseau arrivant au cœur. Je ne sais pas vous, mais quand on s'écorche et quand on voit sortir de la lymphe, elle n'est pas bleue, hein, elle est blanche. Alors peut-être qu'il faudrait représenter la lymphe de sa vraie couleur, blanche, le symbole de la pureté. Le système lymphatique est l'ensemble des structures qui rendent possible la formation et la circulation de la lymphe. Il englobe les vaisseaux lymphatiques, qui permettent la circulation de la lymphe et la drainent vers le système veineux, et de nombreux ganglions répartis dans tout le corps, dont le rôle principal est de filtrer la lymphe. Il n'y a pas de maladie. Après le bras qui repousse, il n'y a plus de maladie. Et mon gamin qui est malade, hein, qui crache et qui tousse, qu'est-ce que c'est qu'une maladie ? Qu'est-ce que c'est qu'une maladie ? Si tu considères la maladie comme quelque chose de négatif, il n'y a pas de maladie. Si ton gamin il crache, il tousse, il est en train d'évacuer. Alors certes, c'est pas agréable, certes, ça peut être violent, et on peut même mourir de ça, parce qu'il y a tellement de nettoyage à faire dans le corps, et on entend tellement peu le message qu'envoie le corps, qu'on continue à en rajouter, on peut en mourir, mais il n'empêche, ce n'est pas une maladie, parce que les maladies n'existent pas, parce qu'il n'y a rien de négatif. Le vivant va vers la pleine santé en permanence. Change ton environnement, change les conditions, tu vas voir qu'il n'y aura pas de maladie. C'est une illusion pure. Il n'y a pas de maladie en tant que telle. Il faut du temps pour comprendre ça. C'est pas prétentieux quand je dis ça. Je dis pas, ouais, moi j'ai mis du temps et tout ce que tu veux. Je dis, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Tu prends la petite cuillère, tu insalives bien. En France, on passe de 3 vaccins, en fait, c'était même pas des doses parce que c'était déjà des tétravalents, de 3 vaccins à 11 vaccins. Tétravalents, c'est 3 vaccins en une dose. Ouais, exactement. D'accord. C'est tétravalents. Tétravalent, c'est 3 vaccins en une dose. Ouais, exactement. Plus ça va être dur de faire avancer, moins ça va circuler. Et plus ça va être dur de faire avancer, plus la pompe cardiaque va se fatiguer. Et finalement, quand le sang n'arrive plus là où il devrait arriver, mais il se passe un phénomène qu'on appelle l'anémie. Quoi exactement l'anémie ? C'est la baisse anormale du taux d'hémoglobine. L'hémoglobine, vous savez, c'est fixé sur les globules rouges et ça permet de transporter l'oxygène jusqu'aux organes. Et donc, quand vous avez une diminution de cette hémoglobine ou une diminution du nombre de globules rouges, il y a les deux choses sur l'analyse de sang, eh bien, vous avez peut-être une anémie. Bon, ça se repère donc basiquement par une prise de sang, j'imagine. Une numération, formule sanguine, c'est un des examens les plus couramment pratiqués. C'est une prise de sang et vous allez voir un chiffre, généralement en dessous de 13 grammes chez l'homme, 13 grammes par décilitre ou 12 grammes par décilitre chez la femme de taux d'hémoglobine. Eh bien, c'est la définition de l'anémie. Alors l'anémie, elle touche la plupart du temps les extrémités. Ça, en iridologie, on le voit très bien dans l'œil. On voit exactement quels endroits touchent l'anémie. Et quand une cellule est anémiée, la cellule, elle ne fonctionne pas. Il a dû rater le cours sur l'anémie, mais ce n'est pas très grave. J'espère que vous avez entendu. Il a surtout parlé d'iridiologie. Et ça, c'est une méthode infaillible, une très grande méthode de diagnostic qui consiste à observer l'iris du patient. Et Thierry a plein de techniques pour diagnostiquer les problèmes de santé chez ses patients. On va d'ailleurs l'écouter nous expliquer quelques-unes de ses meilleures techniques. Le signe, quand on est fatigué et malade, c'est pas que le système est complètement en atonie totale. Au contraire, c'est que ça élimine très très fort. Alors, le seul moyen pour savoir ça et pour juger ça, il est assez simple. C'est les yeux. Avec les yeux, vous savez beaucoup de choses. Si l'individu que vous avez face à vous a les yeux très bleus ou bleus avec beaucoup de blanc dedans, ça signale une hyperactivité, une bonne constitution, et c'est quelqu'un qui va énormément éliminer. Si cette personne, quand elle fait une transition alimentaire, commence à avoir beaucoup de symptômes qui se manifestent, c'est pas grave, elle est en train de tout faire sortir. Si par contre la personne a les yeux, alors c'est pas une personne d'ethnie africaine ou asiatique, d'ethnie européenne, et qu'elle a les yeux bien marron, voire marron orangé, avec un cercle orangé au centre, le cercle de l'estomac. On va faire des vidéos sur l'iridologie, promis, dès que je rentre de mes petites vacances, on se fait ça.
Eh bien, si la personne a cette couleur marron, plus elle est foncée, cette couleur marron, plus l'orangé est présent, plus vous allez vous dire que cette personne est dans un état nerveux dégénératif chronique. On ne va pas jouer au petit docteur en quelque sorte. Il y a des disparités qui sont colossales. Alors, le seul moyen de les voir, c'est en iridologie. Moi, en iridologie, enfin, il n'y a pas que l'iridologie. Quand on voit arriver les personnes, quand on voit leur structuration physique, on sait très bien si ce sont des héritiers ou si ce sont des fils de mendiants, d'une certaine manière. On voit très bien quel est leur patrimoine. C'est assez évident, la naturopathie apprend à distinguer la texture de la peau, la forme des ongles, la texture des ongles, le rendu un peu global de l'individu, la posture aussi. Enfin, on arrive à distinguer tout ça. Jaune, le parfum est un parfum de banane. Moi je dirais pas mûr, mais à chacun ses goûts. Et une banane qui se tient très très bien, qui est assez ferme. Ceux qui sont en pléthore, je les appelle des gros rigolos. C'est Carlos, quoi, si tu veux. Hein. Et les autres, je les appelle des grands maigres déminéralisés qui se posent des questions sur l'état géopolitique de la planète. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les gens qui s'inquiètent énormément du devenir du monde, souvent, sont des gens quand même qui sont plutôt du genre grands maigres déminéralisés, blancs, qui perdent leurs cheveux, qui ont des troubles digestifs et qui ont des problèmes allergiques. Et puis, les gens qui sont plus en surpoids ont souvent tendance à avoir une humeur beaucoup plus stable. C'est physiologique. Les gros rigolos, il faut les faire cracher. Non, blague à part. Eux, tu peux envoyer la sauce en termes de détoxification. Tu leur fais des cures de jus, tout ce que tu veux, du jeûne à toc, des jeûnes longs. Ils vont perdre du poids, ils ont du bagage, ils vont cracher, ils vont tenir. Au niveau du système nerveux, ça tient le coup. C'est des gens costauds, ça marche. Donc, le gros rigolo, on le fait cracher, on le fait détoxiner. Ça, c'est pour les gros rigolos. Par contre, les grands maigres déminéralisés, si vous suivez mon cours, vous comprendrez exactement qu'est-ce que ça veut dire au niveau physiologique. Mais eux, l'objectif, c'est pas tant de les détoxifier, parce qu'il n'y a plus rien à détoxifier, il n'y a plus que les os. Hein. L'objectif, c'est de les nourrir en priorité. Et d'ailleurs, vous verrez sur le net que de temps en temps, il y a des vidéos parfois qui sortent du style « Le gourou m'a tué ». J'ai suivi les conseils de Thierry Casasnovas et j'ai perdu un bras, un membre de ma famille, ma bagnole a crevé et ainsi de suite. Tu vois, donc ça a été la catastrophe à cause des conseils du gourou. Et quand tu regardes, alors, le conseil du gourou, c'est marrant parce qu'au niveau alimentaire, je ne crois pas donner une indication. Je t'ai jamais dit, tu dois faire ceci. Parce que je serais bien en peine puisque ça dépend. Hein. Mais vous regarderez que toutes les personnes qui témoignent, ce sont des personnes qui ont un profil de grand ou grande maigre déminéralisée, blanche, hein, avec une mauvaise circulation, plutôt déprimée. Et ce sont des gens qui sont lancés à corps perdu dans la détoxification, alors que pour elles, la priorité, c'était la nutrition et le renforcement. Nutrition, renforcement, détoxification, c'est mes 3 piliers. C'est ce que je développe dans toutes mes formations, dans la formation Cure de Jouvence. Je vous explique comment faire et comment l'adapter à chaque physiologie. Et pour moi, ça, c'est une priorité. Et je me suis dit, non mais hygiène de vie, mais là, c'est mon marché, ça, moi. C'est moi qui m'occupe d'hygiène de vie. C'est mon marché, ça, moi.